Cette conférence va bien se tenir. Merci de votre patience et nous allons commencer. Je suis Bonina Botuli Janvier, votre modérateur pour la circonstance. La conférence de presse va être bilingue. S'il vous plaît. Cette conférence va être bilingue afin de pouvoir atteindre
reportage, fonction et en population. Alors, les organes de presse, vous connaissez, c'est quoi une conférence de presse? Nous allons décliner les différentes parties qui vont constituer cette organisation. Premièrement, il y aura l'exposé de notre orateur du jour, le docteur Eteni Longondo, cadre de l'UDPS. Après cet exposé, bien sûr, viendront vos différentes questions. Vous allez poser les questions à l'orateur qui se fera le plaisir et l'honneur de pouvoir répondre à chacune de vos questions. Et après cet exercice, je crois que notre conférence de presse va bel et bien être clôturée afin que chacun puisse se vaquer à ses occupations. Et nous espérons vivement qu'en tant qu'organe de presse, vous saurez relayer cet événement qui est l'émanation des attentes de tout un peuple. Chacun de nous, il lui est déjà arrivé de tomber malade au moins une fois dans sa vie. Alors, quand on tombe malade, soit aucun ami pour garder zone dans le confort, on dit qu'il fièvre et matin, on dit qu'il maladie prend de place et il vit comme un maillot de loi. Ou alors, vous êtes quelqu'un de réfléchi, sentant que vous êtes malade, vous vous dites, je vais me faire diagnostiquer, je vais à l'hôpital, on regarde comment on fait des examens, on identifie les maladies, on vous prescrit par pétition schéma thérapeutique. À la fin de cette... Merci beaucoup. UDPS viva! UDPS viva! Chers amis de la presse, bonjour. De prime abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu de bonne grâce à mon invitation et d'accorder une attention particulière à notre parti UDPS. En effet, votre présence en ces lieux témoigne de l'importance que vous donnez à ce parti historique qui a combattu la dictature pendant plusieurs années. Je remercie également les fondateurs de ce parti, dont certains sont encore avec nous. Je remercie surtout Papa Étienne Tshisekedi, d'heureuse mémoire, qui nous a forgé et inculqué sa vision du peuple d'abord. Je remercie enfin notre président de la République, qui ne ménage aucun effort pour poursuivre et pérenniser cette vision en vue d'assurer le bien-être du peuple congolais. Chers amis de la presse, si je vous ai invité ce jour dans cette majestueuse salle, c'est pour que je vous dise tout haut et en face ce que beaucoup de membres de notre parti disent tout bas. Très bien, très bien. Mais auparavant, je voudrais apporter un éclaircissement par rapport à l'évolution de cette crise qui, à mon avis, aurait pu être résolue en interne. Mais malheureusement, et à mon grand étonnement, est devenu public suite à un manque de collaboration franche entre nous, membres de l'UDPS.
En effet, j'ai personnellement appelé notre secrétaire général pour que nous nous rencontrions pour discuter en face de la gestion de notre parti et que je lui remette la lettre que je lui ai écrite en main propre. Hélas, il m'a fait marcher. Un jour, il m'a donné rendez-vous à la permanence à 14 h. Je suis arrivé à 14 h, mais lui est arrivé à 17 h. Il est passé directement animer la matinée politique. Je me suis dit, je l'attends après la matinée politique. Je l'ai accompagné après la matinée politique et on parlait. Je lui ai remis la lettre. Je lui ai dit, voilà la lettre de mes observations par rapport à la gestion du parti et quelques recommandations que j'ai faites. Il a refusé carrément de prendre ma lettre. Il a dit qu'on se rencontre plutôt le lendemain dans son bureau privé. Et je suis arrivé au bureau privé à 15 h parce qu'il m'a dit de le voir à 15 h au bureau privé. J'arrive là-bas, tout le bureau était fermé, il n'y avait personne. J'ai patienté pendant 15 minutes. Après, j'ai vu un de ses secrétaires entrer au bureau, dans la parcelle, parce que le bureau était fermé. J'ai résolu de remettre à son secrétaire cette lettre. Et le secrétaire, 2 heures après, il m'appelle pour me dire, voilà, le secrétaire général a une fois de plus refusé de prendre cette lettre. Moi, je pensais qu'il allait prendre la lettre, qu'il la lise et qu'il m'appelle pour qu'on puisse en discuter en face. Alors, quand il a refusé pour la deuxième fois, je me suis dit, cette fois-ci, je vais lui remettre la lettre par la voie officielle. Je suis allé à la permanence, j'ai envoyé un de mes collaborateurs qui est allé déposer la lettre. Il a déposé la lettre et moi j'attendais qu'il m'appelle. Malheureusement, il a appelé d'autres personnes pour me contacter. Et moi je me suis dit, cette fois-là, je vais aller de l'avant. De notre parti, sur le point d'être quali et de mieux accompagner notre leader incontestable et autorité de référence, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, et de mieux préparer les élections de 2028. Je qualifie son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de leader incontesté et incontestable pour répondre à nos frères qui se sont réunis il y a quelques semaines à l'université de Kinshasa et qui ont affirmé que depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, notre pays souffre des manques de leadership. Je les invite à analyser scrupuleusement l'histoire de notre pays et ils remarqueront que toutes les fois que notre pays est dirigé par un véritable fils du pays, animé d'un esprit patriotique, les ennemis de notre pays interviennent toujours, soit pour l'éliminer physiquement, soit pour lui compliquer la tâche en vue
de continuer à faire croupir notre République démocratique du Congo dans le sous-développement et son peuple dans la misère. Je citerai par exemple le cas du Premier ministre Patrice Emery Lumumba et du président Mzee Laurent Désiré Kabila, qui étaient froidement assassinés par les ennemis du Congo à cause de leur dévouement à défendre la cause de notre pays. Leur successeur, un grand nationaliste, digne fils de notre pays, épris d'un amour authentique, avéré et inaltéré pour la République démocratique du Congo, en l'occurrence le président actuel, son Excellence, Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès son élection en 2018, fournit inlassablement et infatigablement de nombreux efforts pour mettre notre pays sur le rail de développement. Mais les ennemis de notre pays lui mettent le bâton dans le roue en lui imposant une guerre injuste à l'est de notre pays pour condamner notre pays au sous-développement. Nous profitons de cette occasion pour dire aux compatriotes de l'Est qu'ils ne sont pas seuls. Tout le pays est de cœur avec eux. Nous sommes tous victimes, directes ou indirectes, de cette guerre. Nous pensons fermement qu'avec les énormes efforts fournis par notre chef de l'État et son gouvernement, cette guerre prendra fin. Notre parti UDPS soutiendra le président de la République et le réarmera. Attention. Je disais et le réarmera moralement pour qu'il ne se fatigue pas et qu'il continue à chercher des solutions idoines qui mettront fin à cette guerre. Notre parti se mettra également à mobiliser toute la nation congolaise contre la guerre injuste nous imposée par le Rwanda et ses parents. Ce soutien à l'effort de guerre constitue d'ailleurs une des raisons de notre combat pour la restructuration et la réorganisation de notre parti. Nous pensons que le président ne devrait pas se sentir seul dans cette guerre. Il devrait sentir qu'il y a des frères et sœurs de lutte, des frères et sœurs de sang politique qui sont à ses côtés pour l'accompagner. Nos frères et sœurs de l'Est devaient réaliser que le parti présidentiel UDPS mobilise la population pour qu'elle participe activement à l'effort de guerre. Au demeurant, rien n'est encore perdu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt, ça je vous l'assure. Je disais ceci. Maintenant c'est ambigu. La réorganisation de notre parti interviendra bientôt. Avec le départ de Kabouya, ça va passer par le départ de Kabouya. Chers amis de la presse, revenons à ce qui nous a motivés pour enclencher la lutte pour la réorganisation du parti. Je voudrais faire référence
à la lettre que j'ai adressée au secrétaire général du parti. Sortant, c'était sortant. Dans cette lettre, j'ai ressorti 23 points qui caractérisent la mégestion de notre parti actuellement. Nous avions pris notre temps pour mener des analyses minutieuses et objectives des causes de la mégestion de notre parti et nous avons ressorti ces 23 points. Rassurez-vous, j'ai des preuves scientifiques pour ces 23 points. Lors de la matinée politique de la semaine passée, j'aurais bien voulu que notre secrétaire général nous démontrât les contre-vérités sur chacun de ces points, mais malheureusement, il s'est contenté de dire que Dr Eteni est innocent. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il n'est pas auteur de cette lettre. On la lui a amenée pour qu'il la pose sa signature. Ce genre de raisonnement n'est pas nouveau pour nous, les membres de l'UDPS. On connaît cette chanson-là. À chaque fois que vous voulez dire à notre secrétaire général des vérités par rapport à la gestion du parti, il dit voilà, ils ont yoté, naïbi moutonasi. Compte tenu de contraintes de temps, nous allons ici nous limiter à énumérer les 23 observations sur la mégestion et les recommandations que nous avons faites. Vous trouverez des détails parce qu'on va vous distribuer cette lettre parce qu'elle est devenue publique. On va vous distribuer des copies. Problèmes liés à la gestion du parti. J'en ai dénombré 23. Le premier groupe sont des problèmes qui concernent les comportements personnels de notre secrétaire général. Les écarts de langage pendant la matinée politique. Sans ignorer qu'à un moment donné, pendant une matinée politique, il voulait causer des troubles entre deux communautés par rapport à ce qu'il a dit. Je ne vais pas le répéter ici. De deux, le manque de considération à l'égard de ses collaborateurs. Notre secrétaire général peut vous gronder devant tout le monde, peut vous humilier devant tout le monde. Et ça, ce n'est pas bon pour la cohésion du parti. Le non-respect du temps pendant les réunions que lui-même organise. Il peut organiser une réunion à 14h, mais lui-même, il arrive à 18h ou à 19h. Le deuxième groupe de problèmes de mégestion sont liés à l'institutionnalisation d'un système de gestion personnalisé du parti. Donc il n'y a que lui au parti. Toutes les tâches sont concentrées sur sa seule personne. Secrétaire du parti, communicateur du parti, gestionnaire du parti. Le manque d'un système de gestion administrative institutionnalisé et professionnel du parti. Et c'est ce qui fait que le fonctionnement du parti laisse à désirer. Troisième groupe de points de gestion, absence d'une cellule de réflexion stratégique. Moi, quand je suis arrivé à l'UDPS, j'ai commencé d'abord par intégrer une cellule de réflexion qu'on appelait Célébro.
toutes ces cellules n'existent plus. Donc, toutes les stratégies et toutes les anticipations des événements politiques sont faites par lui-même. Et parfois avec erreur. Membre au niveau du parti d'une stratégie politique d'accompagnement et de soutien au chef de l'État. Nous n'avons pas cette stratégie. Vous savez, le chef de l'État est en train de connaître, qu'on se le dise, du moins déficit par rapport à la guerre à l'Est. Il fallait que notre parti puisse l'accompagner. Qu'il puisse sentir qu'il puisse sentir qu'il a ses frères et sœurs avec qui il a évolué depuis des années, qui sont là à côté de lui en train de l'encourager. Mais nous ne faisons pas ça. Absence de leader IDPS dans beaucoup de territoires ici. C'est ce qui a fait que nous avons connu un problème très grave et très difficile pendant les élections pour la sélection de nos candidats députés. Comme je le dis, nous avons recouru à d'autres personnes qui sont venues à l'UDPS le même jour et qu'on a placé sur la liste. Tout simplement, je vais aller vite, tout simplement parce que pendant les 5 ans passés, nous ne sommes pas planifiés, nous n'avons pas préparé les élections de 2023. Tout était improvisé. Moi qui vous parle maintenant, j'étais dans ma circonscription à l'intérieur. J'ai reçu, parce qu'on nous exigeait par la CENI, le reçu de paiement de la caution. Moi, je l'ai reçu 2 heures avant la clôture. Et pourtant, la CENI avait donné une période de 3 semaines ou d'1 mois. Mais j'ai reçu cette facture de reçu à 2 heures avant la fermeture. L'UDPS et ce parti mosaïque n'ont pas pu avoir la majorité absolue au Parlement. Que personne ne se trompe. Si on avait atteint la majorité, on allait avoir la présidence de l'Assemblée nationale. On allait également avoir la présidence du Sénat. D'autres partis l'ont fait. Pourquoi pas nous? C'est tout simplement parce que j'ai appris qu'on vous chante 150 députés, 75 députés d'IDPS, 75 députés de Mosaïque. Mais ce qui était important, UDPS viva! Ce qui était important, et je crois que si nous nous sommes préparés d'avance, pendant les 5 ans, on allait avoir plus de 250 députés. Et je vous rassure, avec cette réforme que nous allons commencer, nous aurons plus de 300 députés. Manque d'accompagnement opérationnel de nos structures de base. Nos fédérations ne sont pas accompagnées. Nos sections ne sont pas accompagnées. Nos cellules ne sont pas accompagnées. Nos structures spécialisées ne sont pas accompagnées. Les fédérations sont abandonnées à leur triste sort. Il n'y a pas de communication entre le niveau national et les fédérations. Moi, j'ai été secrétaire général adjoint. Les fédéraux viennent me trouver pour se plaindre par rapport à ce problème-là. On peut envoyer une lettre ici sur le secrétaire général et ça sera pendant longtemps sans suite.
Et les fédéraux peuvent venir ici à Kinshasa et ils ne sont pas réussis. L'implantation, il est suivant. L'implantation de notre parti dans les recoins de notre pays laisse à désirer. Quand vous allez à l'intérieur, je sais que vous êtes des Quinois, beaucoup d'entre vous ne voyagent pas à l'intérieur du pays, mais quand vous allez là-bas, ce grand parti de masse que notre père Etienne Tshisekedi a implanté partout. Dans certains villages, ce grand parti n'est connu que de nom maintenant. Aucune activité du parti, aucun représentant du parti, aucun drapeau, aucun signe du parti. Tout simplement parce que le niveau national est mal organisé. L'incapacité de notre parti à résoudre les problèmes qui gangrènent certaines de nos fédérations. Les autres organes et structures spécialisées du parti, notamment la Convention démocratique du parti, et l'école du parti ne fonctionne pas. Le clientélisme dans la nomination de membres du parti. De cadre du parti. Ça, j'ai un exemple patent. Quand j'étais ministre de la Santé, il y a une dame qui est venue me voir, qui n'était pas venue d'épaisse. En 2021, au début. Elle dit voilà, il faut me parrainer. Parce que je voudrais intégrer l'UDPS. Je lui ai dit, je peux te parrainer, mais il faudrait rentrer à la cellule. C'est ce que je lui ai dit. Comme ça, tu viens me montrer ta carte, ton adhésion, comme ça, on va parler. Alors la dame s'est sentie frustrée. Un jour, je vais chez le secrétaire général, j'arrive là-bas, je trouve la dame. Quelques mois après, la dame était nommée administratrice. Et pourtant, nous avons beaucoup de combattants qui ont commencé il y a des années. Nous avons beaucoup de dames qui ont commencé il y a des années. Et je n'ai pas compris pourquoi cette dame était nommée. Une dame qui n'a même pas fait une année au parti. Ça, c'est un exemple. J'en ai beaucoup. Permettez-moi de parler au Mali. Un autre point. La dédoublée jeunesse. Guerre de positionnement entre les membres du parti. Vous êtes d'accord avec moi qu'à un moment donné, on voulait étouffer nos deux structures. Le Parlement debout.
Parlement debout est la force du progrès. Beaucoup de membres de cette structure étaient poursuivis, visités par des brigands la nuit. Certains d'entre eux étaient même arrêtés. Makana. Vous comprenez? Certains cadres du parti utilisent abusivement leur position et leurs relations personnelles avec la police ou avec la justice pour régler des comptes à d'autres membres du parti. Je n'ai pas parlé de moi. Et permettez-moi parce que j'ai entendu beaucoup de combattants qui critiquaient dans les réseaux sociaux à cause des conflits. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Je ne voudrais pas le dire pour garder la cohésion du parti. Vous savez le jour qu'on m'a invité au parquet de la Cour de cassation. Mon avocat m'avait dit, la veille, il y avait déjà des espoirs pour quitter pour qu'on t'arrête. Selon les informations de mon avocat. J'arrive au parquet, je me suis défendu. Et il était question, parce que je ne savais pas pourquoi on m'a convoqué au parquet, il était question que je rentre à la maison pour prendre mes éléments de défense. C'est comme ça qu'on s'est entendu avec le magistrat. Le magistrat sort, il fait un coup de fil, après il rentre pour me dire voilà, vous êtes sous marque. Donc vous allez directement en prison en attendant le jugement. J'arrive à la prison. J'arrive à la prison. Le juge me suit à la prison. Et pendant le jugement, ils ont demandé au magistrat qui était là, pourquoi vous avez arrêté le docteur Eteli. Le magistrat dit voilà, on l'a arrêté, on n'a pas encore de preuves, parce que le juge voulait avoir des preuves. Pourquoi on l'a arrêté? On n'a pas encore de preuves, mais nous voulons le garder en prison. Le juge ont dit, vous ne pouvez pas vous amuser avec quelqu'un comme ça. Allez, Eteli, plante tes bagages, tu rentres à la maison. Et c'est comme ça que je suis sorti. Et pendant que j'étais en prison, il y avait un maître, celui de droit de l'homme, maître Kabia, qui connaissait bien mon dossier et qui m'a défendu. Et quand je suis sorti de la prison, je viens parler avec lui pour lui montrer des preuves. Il m'a dit voilà, je ne peux plus te défendre parce que j'ai reçu des coups de fil qui venaient de certains conseillers de la présidence. Et certains d'entre eux sont maintenant aujourd'hui ministres, qui m'ont dit voilà, il faut laisser ce monsieur-là, il est dangereux. Il faut qu'on l'arrête. Moi je me suis dit, je suis dangereux comment? Depuis que je suis au parti, secrétaire général adjoint, je me suis chamaillé avec personne. Je suis d'un tempérament assez calme, je ne parle pas beaucoup. Si vous me voyez parler aujourd'hui, c'est parce que nous n'avons pas. Alors, maître Kabia m'avait dit voilà, je connais bien ton dossier, mais les gens à la présidence m'ont appelé certains conseillers. L'UGF aussi l'a appelé pour dire voilà, il faut laisser qu'on l'arrête. Moi, je ne savais pas pourquoi. Alors, je me suis dit, je vais me débrouiller autrement. Je suis allé chez mon avocat et nous nous sommes mis à chercher des solutions pour qu'on se défende.
D'abord, on ne voulait pas qu'on me juge parce que je suis resté comme ça pendant plus d'une année. On ne m'a pas appelé pour me juger. Et le jour qu'on m'a appelé, le magistrat, le juge était à 7. Et tout le monde était unanime que le docteur Eteni n'avait rien fait. Vous savez ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé un manquant de 15 000 dollars. Ce 15 000 dollars. Et ce 15 000 dollars, moi-même, quand j'étais ministre, je savais celui qui avait volé ça. Il y avait un conseiller du FCC. Parce qu'à l'époque, c'était FCC Cash. Mon vice-ministre avait amené, je crois que c'était 55% et 25%. Donc le FCC devait amener 25% de conseillers et moi je devais amener 75% de conseillers. Donc dans le 25% de FCC, il y avait un conseiller qui était chargé pendant la Covid il était chargé de la logistique. Donc c'est lui qui s'occupait des achats, ainsi de suite. On avait besoin, oui, ça s'appelait Kalonji, il est condamné. Je cite son nom parce qu'il est condamné. Alors, il va à la FIMA. Comment est-ce qu'on appelle la FIMA? C'est Faro. Il s'attend avec les gens là-bas pour gonfler la facture. Donc c'était une facture normalement de 114 000 dollars pour 3 ambulances. Lui, il a gonflé à 130 pour récupérer le 15 000 dollars et quelque chose qui était resté. Alors, il vient avec la facture. Pendant la Covid, les banques ne fonctionnaient pas parce qu'on avait réduit les activités, le service minimum, et les banques ne fonctionnaient pas. On lui avait mis l'argent pour aller acheter les 3 ambulances. Il est arrivé, il a donné 115 000 dollars et il est resté avec le 15 000 dollars. Et après, quand j'étais ministre, j'ai appris ça. Certains de mes conseillers m'ont informé de ce vol. Moi, je l'ai dénoncé à la justice et on l'avait arrêté. Vous connaissez notre justice qui est souvent critiquée par le chef de l'État. Et quelques temps après, je ne sais pas ce qu'il a fait, parce qu'il y avait des preuves. Quelqu'un qui vous amène une facture pro forma, et vous avez fait des recherches, vous avez trouvé, la CFA vous a envoyé la vraie facture. Vous avez les 2 preuves là, mais malheureusement, on l'avait fait partir. Pourquoi? Parce qu'on voulait avoir la tête du ministre Eteni. 15 000 dollars. Alors, il est sorti. Moi, on m'a appelé par les juges. Tous les 7 juges étaient unanimes que Eteni n'avait rien fait. Le seul grief qu'ils ont trouvé dans ce dossier-là, c'était le 15 000 dollars. Et parfois, je vous dis, il ne faut pas suivre les bruits qui se passent dans les réseaux sociaux. L'IGF, il est très fort dans les réseaux sociaux. S'il accuse quelqu'un, attendez que les juges l'appellent. Parce que moi, je suis ce qui se passe dernièrement ici. Donc, il faut être très prudent. Moi, j'ai travaillé dans d'autres pays avec des services IGF là-bas. Je n'ai jamais vu un service comme ça, qui est toujours dans le réseau, qui accuse tout le gouvernement de détourneurs, qui accuse tout le monde de détourneurs. Moi, je n'ai jamais vu un comme ça. Il peut travailler, et moi, à mon avis, il peut travailler et après remettre les conclusions de son travail à la justice. Je sais que la loi le permet de publier son rapport. Malheureusement, notre population pense ce rapport comme une vérité. C'est ça le problème. Et si maintenant, notre gouvernement, notre pouvoir est qualifié de détourneur, c'est à cause normalement de ça. À cause de ça. Tous ceux que vous attendez là ne sont pas des détourneurs.
il y a des fils et filles de ce pays qui travaillent avec amour de leur pays. Mais malheureusement, quand on parle de l'IGF, et c'est tout le monde qui en parle, et voilà des détourneurs, et ça, c'est une contre-propagande contre notre pouvoir. Et moi, je crois que les choses vont changer, et ils doivent changer. Je travaille dans d'autres pays, au Congo-Brazzaville, Niger, Côte d'Ivoire, Nigeria, il y a aussi des IGF, mais qui ne sont pas dans les réseaux sociaux comme on le voit maintenant. Donc, quand j'étais acquitté, parce que les juges, il y a même un qui a parlé à mon avocat pour lui demander est-ce que il y a des problèmes politiques avec vos gens là-bas. À l'époque, je n'avais pas compris. Bref, d'un congrès du parti. Un congrès qui nous permettra d'examiner, de délibérer et de statuer sur toutes les questions et tous les problèmes soulevés liés à la mégestion du parti. La restructuration du parti et définir le mécanisme de fonctionnement d'une administration efficace pour une gestion participative et professionnelle. Mettre en place des stratégies de consolidation et de conservation du pouvoir après 2028. Parce que je vous assure que les gens ne pensent pas qu'après 2028, l'UDPS ne sera pas là. Si nous sommes en train de nous battre, c'est pour que l'UDPS soit présent après 2028. Définir des stratégies et des mécanismes d'accompagnement du chef de l'État dans ses efforts de mettre définitivement fin à la guerre et d'améliorer le bien-être des Congolais. Identifier les voies et moyens permettant d'établir une bonne collaboration entre le niveau national et les différentes fédérations en vue d'asseoir une implantation harmonieuse du parti. Redynamiser et restructurer les organes d'appui à la bonne marche du parti, tels que l'école du parti et la CDP, et créer une cellule stratégique de réflexion. Très bien. Très bien. Également, envisager les cas échéants, la révision de certains articles de statut du parti en vue de son bon fonctionnement. Chers amis de la presse, voilà donc ce que nous revendiquons. Nous le faisons sans violence, en utilisant des moyens légitimes et statutaires. Et nous croyons fermement que la réforme de notre parti interviendra bientôt. Nous sommes plus que déterminés. Nous ne reculerons jamais. Dans les jours à venir, nous allons nous lancer dans les activités politiques de revendication. Je demande à nos fédérations et à toutes nos représentations de l'extérieur de commencer déjà à faire des déclarations pour soutenir cette démarche pour la réorganisation de notre parti en attendant
en attendant qu'on leur envoie le mémo qui sera rédigé le jour de notre grande rencontre à l'espace Sainte-Thérèse pour leur signature. Que personne n'ait peur. Que personne n'ait peur. Nous nous sommes déjà engagés dans un chemin de non-retour. Sur une route à sens unique. Nous sommes dans l'obligation absolue d'atteindre notre but. Cette fois-ci, nous sommes très déterminés à mettre définitivement fin à la mégestion de notre parti. C'est maintenant ou jamais. Je demande à tous les membres du parti de nous rejoindre dans cette lutte noble qui va nous amener à la réforme historique de notre parti. Une lutte qui va redorer l'image ternie de notre parti. Une lutte qui va replacer l'UDPS sur l'échiquier international de partis politiques sérieux et dignes de ce nom, qui se battent pour le bien-être de leur population. Une lutte qui va surtout jeter des bases d'une administration professionnelle et efficace du parti pour que les générations d'avenir puissent hériter d'un parti fort et solide qui nous permettra de conserver le pouvoir des générations à génération. Nous invitons à cette rencontre tous les membres du parti présents à Kinshasa et ceux résidant à l'intérieur ou à l'étranger qui peuvent nous rejoindre à Kinshasa en vue de participer massivement à cette réunion de famille. J'invite donc à cette réunion tous les membres de l'exécutif, parce que parmi eux, il y a beaucoup qui sont contre la gestion qui se passe maintenant. J'invite tous les membres de la Ligue des jeunes. J'invite tous les membres de la Ligue de femmes, tous les membres de la commission égalité hommes et femmes, tous les membres de CDP, tous les animateurs de l'école du parti, tous les fédéraux de Kinshasa et ceux de l'intérieur, tous les sectionnaires et cellulaires, tous les représentants de notre parti à l'étranger, tous les membres de mouvements associatifs, tous les parlementaires debout, tous les combattants de la force du progrès. Tout le monde. Le jour de cette rencontre, nous allons signer un mémo à adresser à notre autorité de référence. Et nous allons réclamer la tenue du congrès. J'exhorte donc nos jeunes de la force du progrès, nos jeunes de Parlement debout, à
à ne pas s'élancer dans la violence. UDPS viva! Nous cherchons la réforme de notre parti par de moyens légaux et pacifiques. Néanmoins, je dis bien néanmoins, en attendant la tenue du congrès qui interviendra d'ailleurs bientôt, je demande la suspension de toutes les activités du parti à la permanence. N'obéissent plus jamais aux ordres de certains individus qui font arrêter les combattants. Nous avons notre permanence et nous-mêmes, nous allons nous organiser pour garder la permanence. Et le policier ne vient de plus à servir notre permanence. Chers amis de la presse, pour clôturer, je demande à tous les combattants de l'UDPS de se préparer pour la tenue imminente du congrès. Je vous remercie. Yes.